Merci beaucoup, merci infiniment pour cette passionnante, comme vous l'avez dit, petite histoire dans la grande histoire. Je pense qu'il y aura des questions de la salle, mais comme l'heure avance, je ne voudrais pas tarder. Non, non, ce n'est pas du tout votre responsabilité, vous avez tenu votre temps. Je voudrais donc passer immédiatement la parole à notre dernier intervenant de la matinée sur la question du financement des réparations, car bien évidemment, indemniser signifie qu'il faut pouvoir trouver l'argent nécessaire à l'indemnisation. Et donc je passe la parole à Monsieur Patrice Bobo, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre et qui va plus spécifiquement nous parler du Crédit national. Bonjour, merci Monsieur le Président. Effectivement, on va venir vers la question qui était évoquée ce matin par vous-même, c'est-à-dire finalement le financement. C'est une question qui est vaste, je n'en traiterai qu'une partie. Je m'assure quand même que, on ne sait jamais si ça peut fonctionner quand même. Il va s'agir évidemment du Crédit national. Donc, ce n'est pas un acteur qui est inconnu de la Première Guerre mondiale, ni de l'histoire financière française, mais c'est une histoire qui a été dominée justement par une interprétation très largement financière qui s'impose lors des deux premières synthèses sur l'organisation et le fonctionnement du système bancaire et financier français, c'est-à-dire l'intervention les travaux de Henri Lefène-Burger et de Pause, parus en 1938 et 1942 respectivement. Et donc, du fait de cette interprétation centrée sur les aspects, je dirais, financiers, sur le rôle de crédit aux entreprises du Crédit national, son action dans la réparation des dommages de guerre est demeurée beaucoup plus floue, avec peu de travaux savants postérieurs à la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a qu'un seul ouvrage véritablement qui aurait pu tracer ce bilan, qui est paru en 1941, mais en 1941, il intervient dans un contexte qui est déjà un nouveau contexte de dommages de guerre. Donc, ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Voilà. Alors, dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut renouveler l'analyse du rôle du Crédit national dans les dommages de guerre? Bien évidemment, en recourant aux sources d'archives, c'est le b.a.-ba, sauf que là, les sources d'archives ne sont pas disponibles, tout simplement parce qu'elles sont la propriété d'une entreprise privée et que, je viens de l'apprendre ce matin, le processus de versement de ces archives est en cours auprès du SAEF, et c'est la raison vraisemblable pour laquelle le groupe BPCE m'a refusé l'accès à ces archives lorsque j'en ai fait la demande. Alors j'avais vu ces archives en 1994, de nouveau en 2009, mais évidemment c'est fondamental de pouvoir recourir aux pièces d'origine. Donc j'ai eu recours aux archives principalement du Crédit Lyonnais et de la Banque de France. J'ai utilisé les archives que j'avais déjà vues évidemment du Crédit National, et puis j'ai dépouillé, comme vous le pensez bien, des sources imprimées, notamment le bulletin de l'Association centrale pour la reprise de l'activité industrielle dont Jean-Luc Mastin nous avait parlé hier, le journal officiel et le bulletin d'annonce légale, diverses revues économiques et financières de la période. Et ainsi, avec l'aide de la bibliographie, on arrive quand même, avec en plus la connaissance que j'avais préalablement du Crédit national, à proposer quelque chose. Alors, comme je l'ai expliqué, c'est les prêts à long terme, ce sont les prêts à moyen terme qui ont été les éléments les plus étudiés. Mais si on réfléchit à la question du crédit, justement, si le Crédit national a été créé, c'est parce qu'il y avait trois impératifs qui étaient déjà présents avant la Première Guerre mondiale. C'était la difficulté d'accès au crédit pour les PME dans un contexte de disparition des banques locales. Donc ça, c'est le rapport de la troisième sous-commission du crédit de 1911. C'est la nécessité pour les entreprises du Nord et de l'Est, victimes de dommages de guerre, de bénéficier d'un accès privilégié au crédit dans le cadre de leur extension et du renouvellement du matériel, au-delà simplement de la reconstruction à l'identique. Et puis enfin, c'est le soutien à des industries qui, sans être directement victimes de dommages de guerre, ont vu leur activité bouleversée du fait de la guerre et qui ont donc un besoin spécifique de crédit, notamment pour reconstituer un fonds de roulement, un fonds matière, un fonds outil. Et donc, finalement, c'est cet aspect-là du Crédit national qui a mangé, dévoré l'historiographie, et on retient de ce fait la partie
qu'on appelait au sein même de l'établissement, la partie noble de l'établissement, la direction des prêts, rue Saint-Dominique, alors que les dommages de guerre avaient été excentrés en dehors du siège très prestigieux du Crédit National à cette époque-là. Comment expliquer également que le Crédit National ait été créé en 1919 et sous cette forme-là? C'est-à-dire que son rôle de crédit, en réalité, est tout à fait limité dans un premier temps. Il est limité pour deux raisons principales. Première raison, c'est une raison qui relève du libéralisme traditionnel des chambres parlementaires et en particulier du Sénat, c'est-à-dire la crainte d'une immixtion, même indirecte, de l'État dans les processus de crédit. Mais il y a également, et ça a été au cœur, là encore, des interprétations de l'histoire du Crédit National, la question de la crainte d'une concurrence nouvelle de la part des banques, c'est-à-dire que la création du Crédit National remettait en cause les positions concurrentielles. Et donc, on a beaucoup interprété en fait, le fonctionnement du Crédit National en fonction de cette présence massive des banques au capital du Crédit National comme élément de contrôle de son activité. Alors, c'est vrai que les banques sont très présentes. Là, je reprends les chiffres qui ont été compilés par Michel Lescure dans le chapitre qu'il avait rédigé dans l'ouvrage que j'ai dirigé sur l'histoire du Crédit National en 1994. Et on voit bien donc que les banques sont très présentes dans le capital du Crédit National, aussi bien les grands établissements de crédit que les banques régionales, pour représenter à peu près 61% du capital total du Crédit National. Donc on pourrait en conclure à ce contrôle financier. En fait, c'est un peu plus compliqué parce que si on regarde la composition du conseil d'administration, donc j'ai regardé tous les administrateurs de 1919 à 1932, on a bien une cinquantaine de banquiers financiers. Alors, en fait, ça fait plus que 100% parce que certains ont plusieurs casquettes, évidemment, même si j'ai essayé de spécialiser. Les hauts fonctionnaires et juristes, une dizaine de pourcents. Les industriels et commerçants, 42%. Il y a quasiment jeu égal, en fait, entre ces deux branches. Et il y a un peu une sous-estimation de cette dimension industrielle et commerciale. Et parallèlement, le Crédit National, c'est une entreprise qui est quand même une entreprise d'importance. C'est-à-dire que d'emblée, elle est créée avec des moyens qui sont considérables. Un indice de ça, c'est la taille de son capital social, de 100 millions de francs. C'est difficile, évidemment, d'estimer ce que vaut 100 millions de francs. La transformation en euros constants est assez illusoire de ce point de vue-là. Mais si on compare avec des organismes comparables, par exemple la Banque de France, qui reste à l'époque le premier organisme financier national très loin, a un capital social, sans compter les réserves évidemment, de 182,5 millions de francs à la même époque. Le crédit foncier est passé à 300 millions de francs, mais avec des contraintes financières beaucoup plus élevées que le Crédit National. Et si on regarde du côté des grandes banques privées, la Société Générale est certes à 500 millions de francs, mais le Crédit Lyonnais, c'est seulement 2,5 fois plus, après une histoire qui est quand même cinquantenaire. Donc on voit bien que c'est un établissement d'importance, un établissement donc, qui aurait les moyens en quelque sorte de résister à la pression exercée par les banques, même présentes au conseil d'administration. Sauf que la quantité de prêts réalisés jusqu'en 1929 reste très limitée. Et surtout, cette quantité de prêts, elle est très largement subordonnée au paiement de dommages de guerre. En fait, la dotation initiale de prêts du Crédit National est limitée à 500 millions de francs, quel que soit le montant financier levé sur les marchés obligataires. Et sur ces 500 millions de francs que le Crédit National peut prêter aux entreprises, 90% doivent l'être à des entreprises des zones dévastées, des départements occupés. Donc là encore, on voit bien qu'il y a une subordination très forte de cette activité de crédit qui a été mise au premier plan par l'historiographie par rapport aux dommages de guerre. Et c'est encore renforcé par le fait que la garantie principale de ces prêts accordés par le Crédit National, ce sont des titres de dommages de guerre. On le voit très bien sur ce graphique, qui n'est pas lisible en fait. Donc on va regarder le suivant. Sur le suivant, j'ai regroupé donc les types de garantie, les types de sûreté associés au crédit accordé par le Crédit National. Et on voit bien qu'il y a en bleu des garanties réelles et des cautions solidaires, donc des hypothèques, des nantissements de fonds de commerce, etc. En rouge, ce sont des titres de dommages de guerre. Et dès 1921, eh bien, un titre de dommages de guerre représente l'écrasante majorité des garanties apportées au crédit donné par le Crédit National, de l'ordre de 80% jusqu'en 1926. Et ce n'est qu'après que, évidemment, ces titres de dommages de guerre vont jouer un rôle de plus en plus faible dans les garanties apportées
au crédit consenti par Crédit National. Donc, comme sa raison sociale complète l'indique, le Crédit National, c'est une entreprise chargée d'organiser le financement de la réparation des dommages de guerre. Donc, vous avez là les textes relatifs à la constitution du Crédit National. Enfin, c'est un extrait. Le nom complet, c'est Crédit National pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre. Donc, 4 questions. Je vais essayer d'y répondre aussi brièvement que possible. Pourquoi créer un organisme nouveau ? Qui sont les créateurs du Crédit National ? Il faut se reposer la question. Une énorme faute. Quels sont les rôles du Crédit National dans l'économie des dommages de guerre ? Et enfin, quelles sont les suites et conséquences de cette action ? Alors, la raison initiale de création du Crédit National, c'est bien évidemment l'engagement inscrit dans l'article 12 de la loi du 26 décembre 1914, dont on a déjà beaucoup parlé, d'un droit à la réparation des dommages matériels résultant des faits de guerre, et qui prévoit une loi spéciale pour ce faire. Alors, on va parvenir sur le problème compliqué de l'élaboration législative et réglementaire de la loi du 17 avril 1919, mais elle est adoptée, cette loi, et son article 2 prévoit la réparation intégrale des dommages de guerre, avant même donc le traité de Versailles du 28 juin suivant, dont on a cité beaucoup l'article 231, mais en fait l'article 232, de notre point de vue, est beaucoup plus important, puisque c'est cet article-là qui donne les catégories de dommages, tout en apportant des nuances sur la capacité de paiement de l'Allemagne à couvrir l'ensemble de ces dommages. Alors, ce qui caractérise la loi de 1919, c'est le très grand nombre de catégories de biens et d'ayant droit à réparation des dommages de guerre, et le grand nombre de modalités différentes de couverture de ces dommages. Donc ça donne une loi qui est extrêmement complexe, et son application initiale était envisagée comme devant ressortir de l'action de très nombreux acteurs, ce qui accentue encore la complexité. Pour simplifier un peu, on peut dire qu'il y a 3 grandes catégories de titres qui sont créées en conséquence de cette loi, et en particulier les titres de dommages de guerre délivrés portent un intérêt de 5% courant à partir du 11 novembre 1918. Et un aspect extrêmement important de ces titres de dommages de guerre, c'est qu'ils sont non négociables. Ça, c'est l'article 43. Non négociable, ça veut dire que le bénéficiaire, donc le sinistré bénéficiaire ou indemnitaire détenteur de ces titres, ne peut pas les céder à titre onéreux. D'accord ? Il ne peut pas y avoir un marché des titres de dommages de guerre. Et ça, c'est un aspect absolument fondamental, c'est qu'on s'interdit l'utilisation de mécanismes financiers ou bancaires pour liquider ces titres, c'est-à-dire pour les transformer d'un capital en monnaie, en espèces employables. Or, évidemment, c'est du ressort de l'État de transformer ces titres qui ont été accordés aux sinistrés, ou de permettre la transformation de ces titres en espèces permettant la réparation effective des dommages constatés. D'accord ? Donc, le problème est très simple. La trésorerie de l'État, à la sortie de la guerre, n'est pas en mesure d'assurer cette opération de liquidation des titres en espèces, et donc il faut trouver quelqu'un pour le faire, puisque les titres ne sont pas cessibles. Donc c'est ce qui explique Georges Lachapelle. Excusez-moi, je ne vous ai pas mis l'extrait. Georges Lachapelle, dans Notre situation financière en 1919, donc paru dans la revue d'économie politique, nous sommes menacés de demandes de crédits supplémentaires pour l'exercice 1919. Donc il pose la question du budget. Tout porte à craindre que les dépenses prévues pour l'exercice 1920 ne dépassent encore le chiffre de 50 milliards, et il faudra encore supporter le poids des pensions militaires et des dommages de guerre avant que le traité de paix ne les ait mis à la charge de l'Allemagne. Donc on a, même dans l'hypothèse la plus optimiste, on a un fossé temporel entre le début de la liquidation de ces dommages, 1919, et l'estimation la plus optimiste possible des conclusions de la commission des réparations prévues par le traité de Versailles, c'est en 1921. Donc de toute façon, la question se pose, et d'ailleurs Georges Lachapelle y ajoute, toutes les dépenses de l'État sont compressibles, sauf celles de la dette nationale. Elles doivent être couvertes dans tous les cas par des impôts et non par des emprunts, à l'exception de celles qui ont pour objet la réparation des dommages de guerre dans les régions libérées et la réfection de l'outillage. Pourquoi est-ce que ça, on peut le financer par l'emprunt ? Parce que ce sont des investissements en quelque sorte, donc qui vont créer la richesse nécessaire à leur propre remboursement.
Et puis deuxièmement, l'Allemagne paiera, évidemment. Donc l'Allemagne remboursera ses emprunts. Donc comment est-ce qu'on va transformer ces titres de constatant un dommage, en un capital sans passer par un marché? L'article 48 de la loi de 1919 dispose à ce sujet: le paiement des indemnités, des intérêts, des avances sera effectué directement par l'État ou sous sa garantie. Au cas où l'État ferait appel au concours d'établissements financiers, les conventions passées seront soumises à la ratification des chambres. C'est-à-dire qu'on sait déjà en 1919, au moment de la loi du 17 avril, même si on ne sait pas comment, qu'en fait ce seront des établissements financiers qui seront chargés de cette transformation des titres de dommages de guerre en espèces, et que ça suppose la signature d'une convention avec l'État, laquelle convention fera l'objet ensuite d'une loi auprès du Parlement. Alors, comment ça va se passer? Schématiquement, il y a trois possibilités, trois types d'établissements qui auraient pu se charger de ce service, dont deux ont posé officiellement leur candidature. Un consortium de banques de dépôt, de banques privées, une sorte d'organisation collective privée. C'est la solution qui a été proposée par Jean Buffet, qui est le président de la Société nancéienne de crédit, mais qui agit en fait dans le sens de l'intérêt d'un groupe financier plus large, qui est le groupe du CIC, qui existe toujours aujourd'hui. Deuxième candidat, c'est le Crédit foncier de France, qui a une grande habitude des emprunts à long terme et des financements hypothécaires. Et puis, éventuellement, on aurait pu penser à utiliser ce bras armé de l'État, qui est né presque en même temps que l'État moderne, c'est-à-dire la Caisse des dépôts et consignations. Elle ne sollicite d'ailleurs pas ce rôle. En revanche, elle participera au financement des dommages de guerre indirectement après 1945. Le problème, c'est que ces solutions ont soulevé plusieurs questions, notamment la question de la position dominante. Est-ce que ce n'était pas installer un acteur privé à la tête d'un marché ou d'une activité extrêmement juteuse et donnant une position concurrentielle très avantageuse par rapport aux autres banques? C'est le problème du CIC. Et d'autre part, est-ce que ce n'était pas gonfler exagérément le rôle du Crédit foncier de France, qui était déjà, avant la Première Guerre mondiale, le premier émetteur obligataire privé en France? D'accord ? Deuxième problème, c'est que si un organisme vient transformer ces types de dommages de guerre en espèces, comment éviter que cette opération de transformation ne se traduise pas par des opérations parallèles de réescompte auprès de la Banque de France, ce qui signifierait qu'in fine, la liquidation des dommages de guerre serait compensée ou serait accompagnée d'une augmentation similaire de ce qu'on appelle à l'époque l'inflation fiduciaire, c'est-à-dire d'émissions monétaires, aggravant le problème monétaire français, déjà très sensible en 1919. Et donc, c'est pour toutes ces raisons-là qu'il fallait créer un organisme nouveau et spécial, susceptible de trouver dans l'épargne préalable des Français les capitaux nécessaires à la liquidation des titres du crédit de dommages de guerre. Et cet organisme, vous l'avez compris, c'est le Crédit national. Ce qui nous amène à une deuxième question. Et la deuxième question, c'est qui sont les créateurs de ce Crédit national ? Eh bien, les contraintes qu'on a évoquées éclairent assez largement cette position des créateurs. Et en particulier, à l'origine, il y a de très nombreux industriels soucieux de la relance de leurs entreprises. C'est ceux qu'a largement décrit Jean-Luc Mastin hier, notamment l'Association de l'industrie et de l'agriculture française, une association conservatrice, protectionniste, qui préfigure assez largement le CGPF, le mouvement patronal qui naît après la Première Guerre mondiale, et qui est mené à cette époque par Eugène Touron, sénateur, vice-président, je crois, des finances au Sénat, quelque chose comme ça, et qui est filateur de coton à Saint-Quentin, donc un intérêt industriel. L'Association centrale pour la reprise de l'activité industrielle dans les régions envahies, qui a été créée en 1915 et qui est présidée par Charles Laurent. Charles Laurent, qui est un personnage tout à fait intéressant, on en parlera peut-être un petit peu. Et puis le comptoir central d'achat industriel pour les régions envahies, créé sous l'influence de cette association centrale pour la reprise de l'activité industrielle et qui est présidée également par Charles Laurent. Et donc là, on voit, il y a une nébuleuse d'intérêts industriels et négociants, principalement du Nord-Est, qui vont jouer un rôle fondamental dans la naissance du Crédit national. Et ces acteurs commerciaux et industriels, notamment industriels, on les retrouve dans le conseil d'administration du Crédit national. C'est un aspect qui n'a pas été correctement évalué jusqu'à aujourd'hui. Alors, voilà le portrait de Charles Laurent. Donc, il est le véritable créateur du Crédit national. C'est lui qui signe la convention de juillet 1919 qui prépare en fait la remise par l'État au Crédit national du rôle de liquider les dommages de guerre, mais il ne présidera pas ou ne dirigera pas le Crédit national parce qu'il est appelé en fait à la charge d'ambassadeur à Berlin en 1920, ce qui explique qu'il est un fondateur non exécutif du Crédit national.
Et donc, ce sont ces industries du Nord et de l'Est qui vont être particulièrement concernées par la réparation des dommages de guerre. Et on voit bien dans les secteurs concernés, là j'ai repris les administrateurs qui ont des fonctions industrielles directes, donc les 20 administrateurs industriels du Crédit National entre 1919 et 1932, et on voit bien que ce sont des secteurs soit qui sont directement intéressés à la réparation des dommages de guerre, le BTP, les chemins de fer, la mécanique et la métallurgie, soit des secteurs qui sont particulièrement représentés dans le nord et l'est, les chemins de fer, la métallurgie et la mécanique, évidemment, les mines et l'énergie, le textile, le sucre, et il y a seulement 2 industries diverses, dont l'orfèvrerie. C'est vous montrer à quel point, en fait, le Crédit National, le conseil d'administration du Crédit National, reflète directement les intérêts industriels qui se sont mobilisés pour la réparation des dommages de guerre dans le nord et dans l'est. Alors, ça ne veut pas dire que les financiers et le gouvernement ne jouent pas également un rôle crucial dans cette entreprise. Et Charles Laurent est tout à fait explicite sur ce point dans sa conférence devant la Chambre de commerce et d'industrie de Paris le 12 novembre 1919. Il déclare « Je reçus une convocation de M. Clémentel, qui était chargé, en son nom et au nom du ministre des Finances, vous avez, M. Clémentel me dit, vous avez soumis à M. Ribot, donc Alexandre Ribot, un projet. Ce projet, il faut le mettre sur pied immédiatement. Il faut réunir un groupement assez puissant pour constituer l'établissement dont vous avez parlé et apporter son concours à l'État. J'ai demandé naturellement quelques jours de délai, et avec l'assentiment du ministre des Finances, nous réunîmes un petit comité d'études tout à fait officieux, dans lesquels figuraient M. Heine, régent de la Banque de France, M. Paul Boyer, président du comptoir d'escompte, M. Le Hideux, président du syndicat des banquiers, syndicat des banquiers de Paris et de province, M. Jean Buffet, président de la Nancéienne, M. Lefebvre, secrétaire général du Crédit Lyonnais, mon excellent collaborateur, M. Brison, et celui qui a l'honneur de parler devant vous. Ce qui est intéressant ici, vous le voyez, c'est que, alors même que l'initiative, le groupe de pression en quelque sorte, qui est derrière le Crédit National, c'est un groupe très largement industriel. Le groupe d'experts qui va créer l'organisme, c'est-à-dire qui va lui donner une forme à la fois opérationnelle et légale, c'est un groupe de financiers. Et donc on voit bien, l'une des raisons de ce partage du conseil d'administration, c'est qu'en fait on a d'un côté des gens qui ont un intérêt à l'existence du Crédit National et de l'autre des gens qui ont une expertise de l'activité financière. Donc au final, le Crédit National est situé au croisement de 3 groupes, des financiers d'État, des banquiers et des industriels. Et il représente très largement les grands intérêts des régions envahies, notamment par le truchement de ces industriels réfugiés à Paris dont nous parlait Jean-Luc Mastin hier, ou via leurs associations économiques, et d'où sa mission, cruciale parce que paradoxale, rembourser en espèces les titres de dommages de guerre aussi rapidement que possible, sans peser sur le trésor d'un côté, sans recourir au rescompte de la Banque de France de l'autre. Alors, une fois ça dit, quel a été le rôle du Crédit National dans l'économie des dommages de guerre? Comment comprendre ce rôle dans l'économie? Alors, on voit que le rôle du Crédit National, tel qu'il est présenté dans le bulletin, le bulletin de l'association pour la réparation des industries, c'est considéré comme une véritable caisse des sinistrés. Je reprends l'expression de l'époque, on a une charte des sinistrés, bien que Crédit National, c'est une caisse des sinistrés. Mais son rôle à l'origine est modeste, c'est simplement liquider en espèces les titres de dommages et commerciaux, et ce rôle va s'élargir très rapidement, de manière presque immédiate aux dommages immobiliers et agricoles. D'accord ? Donc, cette espèce de segmentation très très forte des bénéficiaires des titres et des titres de dommages auxquels procède la loi de 1919, eh bien, en raison de l'efficacité de son organisation, le Crédit National la surmonte et va s'adresser à de plus en plus de personnes et à de plus en plus de dommages. Du fait des délais dans le travail des commissions cantonales, eh bien, c'est le Crédit National qui est chargé dès août 1920 de verser des avances aux sinistrés. Donc il va en quelque sorte venir compenser la difficulté de la mise en place des commissions cantonales. Et enfin, à partir de 1921, il est chargé des règlements qui devaient être effectués en titre d'annuité trentenaire dans le cadre de l'application des clauses de remploi. Donc vous voyez que c'est un rôle qui s'élargit considérablement. Alors, son développement, il est clair, et c'est un développement qu'on peut juger aussi bien du point de vue du montant des dommages de guerre que du point de vue du personnel. J'ai mis les 2 courbes en parallèle, et vous voyez bien qu'il y a une corrélation très, très étroite
entre l'activité de dommages de guerre du Crédit National représentée par la courbe rouge, c'est l'échelle de gauche en millions de francs courants, et l'échelle de droite qui renvoie à la courbe bleue, qui est le nombre de personnel du Crédit National au 31 décembre de chaque année. Et on voyait que ce personnel décroît de manière très sensiblement parallèle à celle des dommages de guerre, et puis remonte brutalement en 1940, tout simplement pour les dommages de guerre de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord ? Alors ce succès, toutefois, il est coûteux. Il est coûteux. En premier lieu, le Crédit National provoque un effet d'éviction aux dépens du crédit foncier. On a une délibération du crédit foncier très claire là-dessus. L'affectation spéciale des emprunts auxquels a procédé et procédera cet établissement, le Crédit National, peut nous mettre dans l'impossibilité, pour éviter des confusions et des concurrences toujours fâcheuses en pareille matière, de créer des obligations ayant le même objet. Nous nous trouverons ainsi empêchés sans doute de prendre à cette œuvre de solidarité nationale une participation aussi large et aussi active que nous l'aurions souhaité. Donc il y a bien un phénomène d'éviction accentué dans le cadre du Crédit National par le fait que le premier directeur du Crédit National, c'est Louis Martin, qui est l'ancien sous-gouverneur du Crédit Foncier. C'est savoir que c'est son propre sous-gouverneur qui vient vous faire concurrence, c'est jamais agréable. Plus grave, cette création du Crédit National entraîne également un effet d'éviction aux dépens du Trésor et vient menacer la politique de désinflation menée par la Banque de France, puisque ça oblige du coup le Trésor à se financer de manière monétaire au lieu de se financer sur les marchés financiers. Et ça ressort très clairement d'une entrevue entre le ministre des Finances et des représentants, les plus hauts représentants du Conseil de régence de la Banque de France, le 20 juin 1920, et qui est retracé dans les PV du Conseil général de la Banque de France, où en fait le Conseil général critique le calendrier d'émission sur le marché financier parisien imposé par le Trésor, qui fait passer le Crédit National avant le Trésor, au risque de remettre en cause la possibilité pour l'État de placer un grand emprunt qui permettrait évidemment de réduire la quantité de titres à court terme, les fameux bons de la défense nationale, qui financent à flux permanent l'État. Donc le Crédit National est critiqué, et d'autant plus critiqué que ces emprunts sont coûteux. Là, vous avez les deux premiers prospectus d'émission du Crédit National en 1919 et 1920, hein, ces deux grandes émissions. Alors, ce Crédit National, il a donc émis principalement ce qu'on appelle des emprunts à l'eau, c'est-à-dire ce sont des emprunts qui ont un taux d'intérêt, évidemment, qui sont remboursables par tranche tirée chaque année, avec une durée maximale de 65 ans. Et de ce point de vue, le Crédit National, c'est intéressant, c'est-à-dire c'est le premier recours après la Première Guerre mondiale au phénomène de la loterie, à la pratique de la loterie. Or, on sait que la loterie va ensuite jouer un rôle fondamental dans la réparation des dommages personnels, là, et non pas matériels, à travers la création de la loterie nationale en 1933, notamment pour les victimes physiques de la guerre. Et ces lots qui sont tirés donc chaque année au bénéfice des tranches qui se viennent à échéance par tirage au sort, eh bien ces lots sont tirés par une main innocente, et cette main innocente, c'est quoi ? C'est la main d'une ou d'un pupille de la nation, c'est-à-dire de cette nouvelle catégorie de personnes, de victimes physiques, créées par la Première Guerre mondiale. Donc on voit bien que l'économie de dommages de guerre s'inscrit dans cette symbolique de l'après-guerre tout à fait fondamentale. Le poids des emprunts du Crédit National est tout à fait considérable. Je vous ai mis là tous les emprunts publics d'État émis pendant et après la guerre. Et on voit que les emprunts du Crédit National en pourcentage des emprunts de l'État en 1910-1920, pour se limiter à cette période-là, ça représente 18,17% des emprunts totaux de l'État entre 1915 et 1920. C'est encore évidemment plus important si on regarde juste par rapport à l'emprunt national de 1920. Et donc on comprend effectivement que les emprunts de l'État, les emprunts du Crédit National, aient pu être perçus en fait par le grand public comme un substitut aux emprunts publics. Et c'est d'autant plus vrai qu'en sens inverse, le grand emprunt national, les deux grands emprunts nationaux de 1920 ont servi largement à financer des dommages de guerre de leur côté. Et c'est ce qui expliquera d'ailleurs comment le Trésor va se rembourser auprès du Crédit National des avances qu'il avait fait sur les dommages de guerre, ce qui entraînera une autre opération comptable inverse en 1924, quand le Trésor reversera
cette somme au Crédit National du fait du blocage du marché financier. Donc au final, on a des critiques. Là encore, Georges Lachapelle est typique de cela. Il critique dans une note à son article le caractère très onéreux des emprunts du Crédit National. Il dit, certes, on a obtenu un succès éclatant, mais c'est un succès qui a entraîné de fâcheuses conséquences, la baisse rapide de toutes les obligations de la ville de Paris, du crédit foncier, des chemins de fer, etc., qui sont entre les mains de la petite épargne, tandis que le marché de la rente française s'alourdissait au point de ne plus trouver d'acheteurs. Donc véritablement un impact qui est jugé plutôt négatif par les experts sur le marché financier. Alors, pour terminer sur ce rôle du Crédit National dans l'économie des dommages de guerre, on voit les paiements effectués par catégorie en espèces, donc c'est la courbe bleue, et puis une part non négligeable a été payée en titres et en annuités. Et là, c'est un aspect qui est intéressant. Pourquoi ? On a vu que dans la loi de 1919, les dommages de guerre ne sont pas cessibles. D'accord ? Or, si on se met à payer les dommages de guerre avec des titres à court terme ou avec des annuités, ça veut dire qu'on ouvre la possibilité de transformer les titres de dommages de guerre en d'autres titres qui sont eux-mêmes cessibles à titre onéreux sur un marché. Donc c'est finalement la logique financière s'est imposée, c'est-à-dire qu'il n'était pas possible de transformer directement la totalité des titres de dommages de guerre en espèces pour une raison simple, c'est que l'Allemagne n'a jamais payé ou pas dans les montants nécessaires. En 1931, si on regarde le bilan des paiements qui est presque définitif, on a eu 84 milliards de paiements totaux sinistrés, 60,5 ont été payés par Crédit National, 10 ont été payés par les préfectures en 1919-1920, notamment en avance et en imputation d'impôts, puisqu'on pouvait déduire les titres de dommages de guerre des impôts dus au titre des bénéfices de guerre ou d'autres impôts, 12 milliards en prestations en nature, notamment sous forme d'importation de charbon depuis la Sarre, et enfin 1,5 milliard en conversion de rente. Alors, quelles conséquences maintenant à l'action du Crédit National ? Donc on peut s'interroger sur ces conséquences. 3 me semblent particulièrement importantes. Premièrement, c'est qu'après les difficultés qui avaient été entraînées par l'aide aux sinistrés de Saint-Pierre en 1902 ou des inondations de 1910, le Crédit National apparaît comme un outil commode, efficace, souple, proche et indépendant de l'État à la fois, pour faire face aux catastrophes humaines ou naturelles. Et donc, de ce faisant, de concert avec la loi du 17 avril 1919, le Crédit National a contribué à légitimer le principe de l'exercice de la solidarité nationale en faveur des sinistrés pour la valeur de leurs sinistres. Et de plus, en raison de la faiblesse des réparations allemandes et de la faillite des mécanismes assurantiels face à l'importance de ce type de dommages, ça a validé le principe finalement d'une solidarité qui s'exerce principalement par la voie fiscale. Donc ça me semble trois conséquences tout à fait importantes, et on le voit bien dans l'histoire même du Crédit National. À partir de 1930, en gros, on voit que très bien que l'activité en termes de dommages de guerre se réduit fortement. Donc, comme le Crédit National n'est pas en mesure de déclencher une deuxième guerre mondiale, eh bien, il faut qu'il trouve un autre secteur d'activité. Et il va le faire notamment devenant le financier des catastrophes. Il devient le financier des catastrophes en réponse au cyclone qui frappe la Guadeloupe en 1928, les Nouvelles-Hébrides en 1931, la Réunion en 1932 et encore les inondations qui touchent le sud-ouest en 1930. C'est-à-dire que ces lois de 1919 ont créé un organe spécifique, et cet organe spécifique a su se réorienter pour financer les catastrophes, témoignant de l'évolution des conceptions et des modalités de gestion du risque collectif. Un autre aspect, c'est cet aspect fiscal dont j'ai parlé. Officiellement, le Crédit National se finance auprès des épargnants. On pourrait parler des conséquences, d'ailleurs, en termes de répartition de la richesse, c'est intéressant. Mais il faut bien voir que ces emprunts du Crédit National étaient de toute façon gagés par des annuités versées par l'État, puisque le remboursement des emprunts du Crédit National auprès des marchés ne pouvait pas se faire auprès des indemnitaires de dommages de guerre qui allaient employer ces indemnités. Donc ça ne pouvait se faire que par paiement d'annuités pris sur le budget de l'État, qui faisait partie de ce budget des dépenses recouvrables qui devait in fine être payé par les réparations de l'Allemagne, mais ça n'a pas été le cas. Donc en fait, c'est bien un mécanisme fiscal qui est derrière ça. C'est-à-dire que derrière l'apparence financière, il y a fondamentalement un mécanisme fiscal, et toutes les conventions ultérieures, tous les procédés ultérieurs, et en particulier la grande loi de 1946 sur les dommages de guerre,
qui tirent les leçons de ce premier épisode, eh bien, reprennent en fait ce mécanisme et ce circuit fiscal en le branchant même directement en réalité sur la création monétaire. Voilà, je vous remercie de votre attention et je m'arrêterai là.